J'ai vu hier un film Passage to India de David Lean, où on nous dit que le roi est empereur, king and emperor. Et Victoria était queen and empress, E-N-P-R-E-2-S, qui viennent des mots du français impérateur, empereur et impératrice. Maintenant, ça devient empress. C'est une sorte de néologisme anglais, avec un ES, E2S, qui marque le féminin, et qui vient directement du français. Emperor, empress. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir accolé roi et empereur, ou reine et impératrice. Parce que ça montre bien que les Anglais avaient parfaitement formalisé la problématique de la dialectique entre nation et empire. La reine d'Angleterre, de la nation anglaise, de la nation britannique, était également impératrice. Et donc il y avait ces deux volets. De même que par exemple, en Autriche-Hongrie, on avait aussi le doublet König-Kaiser, qui correspondait aux deux lettres KK. Coucou. L'empereur d'Autriche était également roi de Hongrie, etc. Il y avait en tout cas cette dualité. Cette dualité est absolument essentielle au niveau de la science politique. La nation, il peut y avoir une nation au cœur d'un empire, mais cette nation, elle va englober, et elle va être englobée dans un empire. D'où cette formule roi-empereur, reine-impératrice. Cette double casquette. Alors, quand on regarde ce film Passage to India, on voit que c'est lorsque il y a un empire en britannique, en Inde, que on va parler d'intégration stricto sensu des Indiens au même niveau que les Anglais, même s'ils font partie de cet empire britannique. Donc en tant que membres sujets de l'empire britannique, ce sont aussi quelque part des Britanniques. Enfin là, il faudrait voir aussi quelle est la formulation utilisée. De même qu'à Rome, on était membre, bon, etc. Donc là, il y a une ambiguïté. Si je fais partie de l'Empire français, est-ce que je suis français? Ou est-ce que seuls sont français ceux qui font partie de la nation française? Il y a une ambiguïté que je n'ai pas essayé de résoudre pour l'instant, mais qui montre bien que néanmoins, ce n'est pas rien qu'une région, qu'un peuple soit englobé ponctuellement au sein d'un empire, et que ça lui donne une identité supplémentaire, si on peut dire. Tout comme, par exemple, la France est englobée au sein de l'Union européenne, si on veut. Et que un Français, est également un citoyen européen, et il a un passeport européen. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la notion d'État, j'en ai parlé plusieurs fois, on parle d'État-nation. Mais en réalité, cette dualité État-nation, elle recoupe celle de roi et empereur. Parce que le roi, il est lié à une nation. L'empereur, il est lié à un État. Et un État ne fait sens que parce qu'il englobe plusieurs nations. Ça, c'est une chose qu'on ne veut plus comprendre aujourd'hui. Alors on mélange les deux, État-nation, vous savez ce que ça veut dire. Alors, revenons à la France. J'ai dit à plusieurs reprises que la notion d'État, d'empire, introduit un autre rapport spatio-temporel
que celle de nation. La nation, elle est là. Bon, elle peut faire partie successivement de plusieurs empires. C'est le cas par exemple de la Pologne, pas seulement. Et l'empire peut disparaître, peut se démanteler, et laisser la place à un certain nombre de nations qui en faisaient partie. Mais ces nations elles-mêmes sont des empires, quelque part. Ces nations elles-mêmes sont également composées de différents facteurs, différentes entités, qui peuvent également arriver à une décomposition de la nation. Par exemple, est-ce qu'il y avait une nation irakienne avant la guerre du Golfe? Bon, visiblement, s'il y avait une nation irakienne, elle était constituée de différents éléments, tout comme il y a une nation espagnole, qui est elle-même constituée de plusieurs éléments, etc. Donc la nation ne s'oppose pas fondamentalement à l'empire, puisque la nation elle-même est un empire. Mais c'est un autre problème encore, c'est un peu l'histoire des poupées russes, ça s'emboîte comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que l'erreur que l'on commet souvent à propos de la France, c'est de dire, ah ben son empire c'était le passé. Comme si l'empire ne laissait pas de traces. Or, comme je viens de le dire, l'empire c'est un autre champ spatio-temporel, un autre champ spatial, puisque il peut s'ouvrir, il peut englober progressivement et indéfiniment tout un ensemble de nations, mais aussi parce que, au fond, quelque part, il ne peut pas mourir. Le temps de l'Empire, ce n'est pas seulement le temps où il existe stricto sensu, c'est le temps où il maintient son influence. Et l'influence, comme le mot veut dire ce qu'il veut dire, l'influence, c'est quelque chose qui peut se faire de loin. Quelqu'un peut avoir de l'influence sans avoir immédiatement un pouvoir. C'est une forme de pouvoir distant, l'influence. Aussi bien distant parce que ça peut venir d'en haut, comme les planètes ou les astres, ou la Lune, que parce que ça peut venir de loin. La France continue à exercer son empire à différents niveaux que j'ai d'ailleurs définis, linguistique, politique, juridique, etc., littéraire, par-delà l'existence d'un empire qui serait jugé sur les mêmes critères que la nation. La nation a quelque chose de beaucoup plus, disons, circonscrit dans l'espace et dans le temps. Généralement, elle est là, elle existe, voilà, elle est liée à un lieu géographique, ce que n'est pas nécessairement l'empire. L'empire, il dépasse la fixité géographique. D'ailleurs, à ce propos, la question des Juifs est également intéressante à ce sujet, parce que les Juifs, jusqu'à la création de l'État d'Israël, étaient plus dans une sorte de structure impériale que nationale, puisqu'ils n'avaient pas d'ancrage, ils n'avaient plus d'ancrage géographique. Donc, voyez-vous, quand on ne se sert pas des bonnes grilles, eh ben, on ne comprend rien de ce qui se passe. Donc, étudier l'influence de la France, l'histoire de l'influence de la France sur des siècles et des siècles, jusqu'à nos jours, ce n'est pas une petite affaire. Et parler de cette influence au passé, comme quelque chose qui a eu lieu mais qui n'a plus lieu, sous prétexte que la France l'État français ne domine pas tel et tel pays, que la présence française n'est pas maintenue dans tel et tel pays, c'est regarder les choses de manière partiale et biaisée. Alors, je terminerai en disant que une chose est ce que les gens disent et ce que les gens croient savoir de leur propre pays,
les Français ne sont pas forcément les mieux placés pour parler de la France. Et une chose est la réalité de cette influence. D'où l'importance de l'éducation. L'éducation, pour moi, elle est avant tout, avant d'être la question de savoir compter et lire, c'est une certaine conscience historique. À la fois les influences que l'on exerce, que le pays exerce, et à la fois les influences que le pays subit. Par exemple, il n'est pas normal que les anglophones, les Américains, les Anglais, les Australiens, etc., les Canadiens, etc., ne sachent pas tout ce que leur langue, encore de nos jours, doit à la langue française. Ça fait partie aussi de cette histoire impériale qu'il faut constituer. Il faut que chaque pays soit conscient de la façon dont il a pu influer sur le monde, sur ses voisins, par les colonisations par exemple, par sa langue, par sa culture, et aussi comment il a pu être marqué par d'autres empires, d'autres civilisations. Voilà ce que j'appelle la nouvelle idée de l'histoire. La nation est un phénomène qui ne peut pas être appréhendé sans la problématique impériale.